Des intervenants à vous accueillir, je n'ai pas voulu être tout seul, parce que la réussite de cette soirée, vous êtes venus si nombreux. Nathalie qui l'a assumé, elle a pensé que dans le cadre des journées patrimoine, on pouvait faire avec une églison pour nos scolaires, un magnifique travail sur les prodigieux travaux de Pierre et Marie Curie, bien entendu, tout ce qui les ont accompagnés. Cette soirée est sous la présidence d'honneur de Madame Hélène Langevin-Joliot, petite fille de Pierre et Marie Curie. Madame, je ne désespère pas comme hier de vous faire revenir sur scène. Voilà, vous, elle a spontanément mis tout un tas de souvenirs personnels de sa famille à notre disposition, ce qui fait la qualité de ce que vous allez entendre. Cette soirée aussi, cette fois, a pour thème Pierre et Marie Curie, la science en liberté. Je vais avoir le plaisir d'accueillir le conférencier, Bernard Fernandez, ancien élève de l'école polytechnique. Vous pouvez nous rejoindre, maître. Voilà, il arrive. Il est chercheur en physique nucléaire au CEA de Saclay. Et puis, ma foi, c'est lui qui va manager la soirée, après que Nathalie, bien normalement, vous ai dit quelques mots, parce que je souhaite rendre à César ce qui appartient à César, la réussite, l'instigation, l'organisation, même si une petite équipe s'est formée spontanément autour d'elle, c'est grâce à elle que vous allez vivre ce très bon moment. Juste quelques mots, en fin de compte, pour vous accueillir et pour vous dire que la commune et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour poursuivre en fin de compte un week-end, un long week-end que nous avons commencé jeudi après-midi, en fin de compte, avec vos enfants, avec les enfants des écoles primaires de Saint-Rémy, qui sont venus ici assister à un spectacle, à un conte merveilleux qui a été rédigé par le musée Curie et dit par une femme remarquable, une conteuse qui s'appelle Elisa et qui a absolument captivé vos enfants, je pense, jeudi après-midi. Je ne sais pas si les parents dans la salle et si vos enfants vous en ont parlé. Donc en nous racontant l'histoire de Marie Curie. Voilà, donc c'était jeudi après-midi. Nous avons poursuivi hier soir avec un débat sur le thème « Quelle place pour la science dans la société aujourd'hui ?» avec effectivement, comme l'a dit Guy Sautière tout à l'heure, Hélène Langevin, qui était avec nous sur scène hier soir, et puis Cédric Villamy, donc, que l'on connaît bien, qui est mathématicien, directeur de l'Institut Poincaré, qui a obtenu la médaille Fields, donc l'équivalent du prix Nobel, en 2010. Était avec nous également Margot Katchenko, qui est comme Marie Curie, elle est femme, elle est polonaise, elle est scientifique, et elle est directrice du CEA de Fontenay-aux-Roses, donc elle était avec nous hier soir aussi. Et puis, nous avions aussi la grande chance d'avoir avec nous le professeur, le sénateur Claude Hurier, qui actuellement est le président de l'Institut Curie. Voilà. Et je crois que nous avons vraiment la chance, si certains d'entre vous étaient là hier soir et nous font le plaisir et l'honneur d'être encore avec nous ce soir, je crois que vous avez pu assister à un très, très beau débat hier soir sur ce thème. Donc, toute la journée aujourd'hui, eh bien, l'exposition sur Marie Curie était ouverte. Il y a eu beaucoup de ventes de livres. Voilà, donc elle sera ouverte, enfin, vous avez dû voir déjà en arrivant à nouveau. Vous pouvez effectivement acheter des livres et faire des dons. Alors, nous sommes réunis ce soir, effectivement, autour de Bernard Fernandez. Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté ce soir de venir pour nous conter aussi une belle histoire, hein, à ta façon, comme Elisa l'a fait aux enfants des écoles primaires. Donc une belle histoire, celle de Pierre et Marie Curie. Donc comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, donc tu es ancien élève de l'école polytechnique et tu as travaillé assez longtemps au CEA, tu es physicien nucléaire, spécialiste des ions lourds et tu as été président du comité des expériences du GANIL. Alors si vous connaissez le GANIL, donc qu'est-ce que c'est que le GANIL? Le grand accélérateur national pour les ions lourds. Voilà, qui se trouve à Caen, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, comment va se dérouler cette soirée? Donc, je vais laisser tout de suite la place à Bernard, donc, pour nous conter une belle histoire, comme je viens de le dire.
Et puis ensuite, ben, on vous donnera la parole si vous avez des questions. On fera revenir Madame Langevin sur scène. Oui, voilà, donc je pense que vous avez aussi sûrement des questions à Hélène Langevin-Joliot, donc petite fille de Pierre et Marie Curie, la fille d'Irène et Frédéric Joliot-Curie. Donc merci à tous les deux de vous prêter à cette séance de questions-réponses. Et puis ensuite, nous vous passerons un beau film. C'est un film qui s'appelle Marie Curie, au-delà du mythe. C'est le film qui a obtenu un prix, le prix Pierre-Gilles de Gênes, du film scientifique, je ne sais plus en quelle année, mais c'est un magnifique film. Voilà. Et puis, écoutez, ensuite, si je n'ai rien oublié, eh bien, il y aura un petit cocktail, quelques rafraîchissements qui vous seront servis, et une séance de dédicace, si vous voulez bien. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne conférence. Merci. C'est le 15 mai 1859 que naît dans une famille parisienne, rue Cuvier, un petit garçon. Sa mère s'appelle Claire-Sophie de Pouilly, son père s'appelle Eugène Curie, c'est un médecin. Un médecin qui fait de la recherche, qui travaille au musée d'histoire naturelle, juste à côté d'Argentier. Et ce petit garçon sera appelé Pierre. Pierre Curie a un frère qui a déjà 3 ans et demi au moment où il naît. Et puis c'est un enfant qui est doux et rêveur et il n'ira jamais à l'école. Son frère ira au lycée, mais lui non. Il sera éduqué par ses parents et par des amis de ses parents, dont un certain Basile qui enseignera les mathématiques. Ça n'empêche pas de passer son bac à 16 ans, et puis là je n'en parle à l'école. Et puis d'entrer à la Sorbonne, de passer sa licence à 18 ans. Alors je peux vous montrer une image de Pierre Curie adolescent. Et puis un peu après 18 ans, quand le voilà 19 ans. Alors vous avez ici voilà, Pierre Curie, Jacques, et puis ses parents, Eugène Curie et Claire-Sophie. Après sa licence, il entre à la Sorbonne, il est assistant d'un professeur à la Sorbonne qui s'appelle Dezin, et puis son frère l'a précédé dans la carrière, et il rejoint son frère chez Charles Friedel, un professeur à la Sorbonne aussi, qui s'occupe de cristallographie. Et les deux frères vont travailler et vont découvrir un phénomène potentiellement extrêmement important qui est la piézoélectricité. La piézoélectricité, c'est un phénomène des cristaux qui produisent de l'électricité quand on les comprime ou qu'on les étire. Et dans toutes les montres à quartz que vous avez, il y a un quartz piézoélectrique, c'est devenu d'utilisation universelle. Alors, la découverte de la piézoélectricité va permettre à Jacques Curie, le frère de Pierre, le frère de Pierre va passer sa thèse et va être nommé à l'université de Montpellier. Et puis, en 1882, Pierre Curie va entrer comme préparateur à la toute nouvelle école municipale de physique et de chimie de la ville de Paris, créée à ce moment-là. Et il va s'occuper des étudiants, de préparer toutes les expériences que doivent faire les étudiants. Il va être très pris et il va pouvoir s'occuper pratiquement pas de recherche expérimentale. D'ailleurs, il n'a pas le droit d'utiliser les appareils de l'école pour faire ses recherches. Ce n'est que vers 1890, voilà Pierre Curie à peu près à cette époque-là, qu'il commence, on lui donne un petit local et qu'il commence à faire des études, il change de sujet, il s'occupe de magnétisme. Et là, il va faire des travaux tout à fait remarquables qui vont lui donner une renommée internationale sur le magnétisme, sur le ferromagnétisme, sur le diamagnétisme, enfin, il va découvrir ce qu'on appelle encore aujourd'hui le point de Curie, la température de Curie, la loi de Curie.
Et voilà, c'est quelqu'un qui est très connu sur le plan international, beaucoup moins sur le plan national, parce qu'il n'appartient à aucune grande université, il n'a fait aucune grande école, voilà. Puis c'est un homme très modeste et qui n'aime pas du tout le côté mondain, médiatique. Voilà. Il aime travailler dans son coin, il adore la science, il veut consacrer son vie à la science. Et il pense qu'à cause de ça, il ne pourra jamais se marier, parce qu'il pense qu'il ne peut pas proposer décemment à une femme de partager la vie qu'il veut mener. Cela dit, il participe à plusieurs sociétés savantes et il rencontre un Polonais, professeur de physique à Freiburg, Józef Kowalski, qui lui dit un jour, voilà, alors nous sommes en 94, je vais vous montrer Pierre Curie en 94, quand même. Il lui dit, voilà, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à une jeune étudiante polonaise qui a besoin de conseils sur le magnétisme? Naturellement, Pierre Curie, un homme extrêmement gentil, très doux, qui se mettait jamais en colère. Et bien sûr. Et voilà que chez Kowalski, un jour du printemps 94, il voit arriver cette jeune femme. Alors il commence à parler, elle lui pose des questions. Et alors, lui, qui pensait qu'il ne pourrait pas proposer à une femme de partager sa vie, il rencontre une femme qui, en plus d'être objectivement assez jolie, est passionnée de science, qui voudrait consacrer sa vie à la science, et qui, visiblement, en connaît un morceau. Elle a passé, alors, il faut que je vous raconte un peu le parcours de cette jeune femme, Maria Skłodowska, elle s'appelle. Maria Skłodowska, elle est née le 7 novembre 1867. Donc elle a déjà 27 ans quand elle rencontre Pierre Curie. Elle est née dans une famille d'enseignants. Son père était professeur de physique et de mathématiques dans un lycée. Sa mère dirigeait une école de jeunes filles. Quand elle est née, elle avait déjà 4 frères et sœurs. Voilà. Alors ça, c'est la fratrie 5 ans après. Alors voilà la petite Maria, à 5 ans. Voilà l'aînée, Sofia. Ici, Joseph, le suivant. Ensuite, Elena, la suivante. Et ensuite, Bronia. Et la dernière, Maria Olivier. Alors Maria mène une vie dans une famille, une vie d'une enfant tout à fait heureuse et épanouie. Sauf que le contexte politique de la Pologne, à l'époque, est extrêmement difficile. Vous savez, peut-être que la Pologne n'existait pas à l'époque. Elle avait été partagée un siècle auparavant, très pratiquement, à la fin du XVIIIe, entre l'Autriche-Hongrie, la Prusse et la Russie, qui s'était arrogé la part du lion, et la Pologne, Varsovie, était russe. Alors il y a eu plusieurs soulèvements des Polonais pour se libérer des Russes, toujours réprimés dans le sang. En 1830, c'est à cette époque-là, à cette occasion, que Frédéric Chopin est arrivé à Paris et y est resté. Et puis en 1863, il y a un soulèvement très dur, lui aussi réprimé très durement. Et du coup, le tsar a décidé de russifier complètement la Pologne, interdire l'usage du polonais partout, dans les écoles, mais partout. Et voilà, le père de la petite Maria, Władysław Skłodowski, perd son poste, donc il arrive à retrouver quelque chose, mais du coup, ses parents sont dans une situation matérielle difficile. Alors ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, qui est sans doute plus importante encore pour la jeune Maria, c'est quand, à peu près à ses 11 ans, sa mère meurt de tuberculose et sa sœur aînée, Sofia, meurt d'une épidémie de typhus. Dès lors, la petite Maria va avoir des petites tendances dépressives,
Elle se réfugie dans l'étude, elle travaille énormément. C'est une élève extrêmement brillante. À 15 ans, elle a fini ses études secondaires. Son père l'envoie une année dans la famille à la campagne pour elle se repose un peu. Elle mène une vie pendant une année très heureuse. Et puis elle revient. Et là se pose un problème, c'est que Bologna voudrait faire des études de médecine. De même que Joseph, leur frère, qui est maintenant le frère aîné, puisque l'aîné a disparu. Pour Joseph, pas de problème, il va s'inscrire à l'université de Varsovie. Pour les filles, par contre, c'est impossible. L'université est fermée aux femmes. Donc elles rêvent d'aller à Paris. Mais leur père n'a pas les moyens de se tenir besoin d'une fille à Paris. Il y a encore moins de deux, parce que Maria aussi voudrait faire des études. Alors, les deux sœurs font un pacte. Maria va prendre des postes d'institutrice privée dans des riches familles polonaises. Ça lui permettra de se constituer un petit pécule et d'aider son père, qui pourra ainsi subvenir aux besoins de Bologna. Bologna part à Paris. Et cette situation dure 7 ans, avec des difficultés pour Maria, dont je ne vais pas vous parler. Mais finalement, Bologna écrit à Maria qu'elle est prête à l'accueillir chez elle. Et en novembre 1891, Maria débarque à Paris. Elle habite d'abord chez sa sœur. C'était rue d'Allemagne. Rue d'Allemagne, ça s'appelle maintenant avenue Jean Jaurès. C'est tout au nord de Paris. Et alors, il a fallu malheureusement 1 heure de transport dans les omnibus à chevaux pour aller jusqu'à la Sorbonne. Donc, elle décide de louer une petite chambre minimale, et elle vit de façon très spartiate pendant plusieurs années. De cette façon-là. Alors, j'ai encore une photo à vous montrer de la famille, à peu près à cette époque-là. C'est un peu avant. Voilà Maria. Voilà le père, Stanisław, voilà Helena et Bologna. Voilà Maria sur le balcon de sa sœur rue d'Allemagne en 1892. Elle a passé avec succès ses examens de licence à sciences. Je dis avec succès, elle était la première. Puis elle rentre en Pologne, et elle revient en France, et elle s'inscrit en mathématiques cette fois-ci. Alors je vous donne tout de suite le résultat, là ça va être l'échec scolaire, elle va être seconde, enfin deuxième. Et puis, elle se met à travailler dans le laboratoire de Gabriel Lippmann, qui était un de ses professeurs de physique, et elle obtient un contrat de la Société française pour l'encouragement de l'industrie pour étudier différents types d'acier, les propriétés magnétiques de différents types d'acier. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin des conseils d'un expert, et que Józef Kowalski l'a dirigée vers Pierre Curie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Pierre Curie et elle ont commencé à parler. Bon, Pierre Curie est tombé raide amoureux de Maria tout de suite. Il dira plus tard qu'il a décidé tout de suite qu'elle devait être sa femme. Et qu'il n'a jamais pris une décision aussi rapide et donc il se soit aussi peu repenti. Alors, bon, ça ne se cite pas comme ça. Il se revoit dans des réunions scientifiques et puis il va la voir dans sa petite chambre et il lui propose de partager sa vie. Malheureusement, pour Maria, c'est un peu un problème parce qu'elle s'était jurée de rentrer en Pologne pour être très patriote polonaise. Et puis donc, elle vit un peu comme une trahison de s'établir à Paris, d'épouser un Français, puis de laisser aussi son père là-bas. Mais Pierre Curie fait valoir que c'est en France qu'elle peut éventuellement faire une carrière scientifique. Enfin, faire du travail scientifique, carrière, on ne parle pas. Et puis, Pierre rencontre Bologna et
la convainc très facilement, il la met dans sa poche. Et finalement, Maria, qui pouvait être un peu amoureuse aussi, finit par accepter et il se marie le 26 juillet. Voilà. Le 26 juillet 1895, à Sceaux. Ils font une petite fête. Il y a Joseph, il y a Elena. Non, pas Joseph n'est pas venu, justement. Il y a Elena, il y a son père, il y a Gloria qui est de Paris, évidemment, qui est là, avec son mari, et ensuite, ils ont reçu en cadeau une somme d'argent qui leur permet d'acheter des bicyclettes et vont partir en voyage de noces en bicyclette. Enfin, c'est-à-dire qu'ils mettent la bicyclette dans le train et qu'ils vont en Bretagne et l'appareil. Alors, ils sont mariés, mais c'est là qu'on voit le caractère de Marie Curie. Marie Curie avait écrit à propos de la vie qu'elle menait dans sa petite chambre assez gelée d'hiver, où il était vraiment minimal, où elle se nourrissait de façon extrêmement spartiate. Elle avait écrit cette vie pénible d'un certain point de vue, avait malgré tout un véritable charme pour moi, un véritable charme pour moi. Elle me donnait un sentiment rare de liberté et d'indépendance. Et leur liberté et indépendance sont les maîtres mots qui vont guider la vie de Marie Curie. Donc, ils se marient et puis elle voudrait avoir des moyens d'existence propres, pas seulement ceux de son mari. C'est une chose assez rare à l'époque. Nous sommes en 1895. Sur les conseils de Pierre, qu'il appuie tout à fait, elle s'inscrit à l'agrégation physique féminine, parce qu'à l'époque c'était séparé. Bon, ça devient la 100, elle est reçue première évidemment. Et elle va obtenir un poste, pas tout de suite, mais enfin elle va obtenir un poste de professeur à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. Mais cette fille est insatiable. Maintenant qu'elle est agrégée, elle voudrait faire de la recherche, préparer une thèse. Alors, préparer une thèse de physique, personne n'a fait ça en France avant elle pour une femme. Alors, elle cherche un sujet. Pierre lui suggère de regarder ce rayonnement qu'avait découvert Becquerel peu de temps avant, c'était en mars 1996. Donc elle a été agrégée fin 1996, vous voyez, c'est tout frais. Et Pierre lui dit, voilà, Becquerel a découvert l'uranium émet un rayonnement bizarre qui voile les plaques photographiques et qui rend l'air légèrement conducteur au voisinage. Alors peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Encore faut-il avoir les moyens de travailler, avoir un local. Alors Pierre avait obtenu pour Marie un petit local dans l'école de physique et chimie de son directeur qui était un homme intelligent et libéral qui s'appelait Paul Schutzenberger, un grand chimiste. Mais là, ça ne va plus. Alors finalement, il obtient cette fois-ci qu'elle puisse utiliser un hangar abandonné qui appartenait à l'école et qui se trouvait rue Lomont. Alors voilà, je vais passer deux d'un coup. Alors ça, c'est la vue extérieure. Vous avez la vue intérieure. Vous voyez que ce n'est pas vraiment luxueux. C'était glacial en hiver et torride en été. Mais c'est là, tout de même, que Pierre et Marie Curie installent l'appareillage qu'on me vit ici, là. Ça, c'est un appareil inventé et fabriqué par Pierre Curie. C'est un électromètre ultra sensible et qui permet de mesurer de façon absolue le courant électrique qui passe quand les corps émettent ce rayonnement.
Ce rayonnement que Marie Curie va bientôt baptiser radioactivité. Donc Marie Curie se met à travailler, et avec l'appareillage mis au point par Pierre Curie, qui entre parenthèses demande des qualités de dextérité, d'habileté manuelle tout à fait exceptionnelles. Marie Curie commence par regarder si d'autres corps ne seraient pas radioactifs. Alors on trouve le thorium. Le thorium, ça a été déjà signalé par un Allemand. Mais alors elle a remarqué quelque chose de bizarre, Marie. La pêche pleine, c'est le minerai d'uranium. On connaît la composition exacte de la pêche pleine, on sait combien il y a d'uranium dedans. Mais elle est anormalement radioactive. Elle est plus radioactive que la quantité d'uranium qu'il y a dedans. Et pourtant, les autres composants ne sont pas radioactifs. Donc il y a un mystère. Entre parenthèses, elle ne peut déceler ça que parce qu'elle a fait des mesures d'une précision absolument remarquable. Donc ceux à qui ça dit quelque chose, c'est des 10-11 ampères qu'il faut mesurer, à quelques pourcents près. Alors, elle imagine que ça peut déceler l'existence d'un corps radioactif dans la pêche pleine, mais qui soit en quantité trop petite pour être décelé par l'analyse chimique normale, et donc qui doit être radioactif de façon phénoménale. Alors cette fois-ci, avec l'aide de Pierre, elle va procéder, non pas à une séparation au début, mais à une concentration au moins de ce corps radioactif, en inventant une discipline qu'on appelle maintenant la radiochimie, c'est-à-dire en provoquant des réactions qui vont peu à peu concentrer la radioactivité. Et alors Pierre et Marie Curie, ils se sont mis à travailler. Pierre a abandonné pour quelques temps, quelques semaines pense-t-il, ses études sur les minéraux. Eh bien, il découvre qu'il y a vraiment un nouvel élément qui s'appelle le polonium, en l'honneur de la Pologne. Publication en juillet 1898. Et puis, ils ont décelé qu'il y avait un autre corps. Ils continuent à travailler. Après les vacances, ils disaient là dans l'arrière. Et ils découvrent qu'il y a un autre corps qui s'appelle le radium. Publication le 26 décembre, le lendemain de Noël, 1898. Alors, ces deux découvertes vont avoir un impact absolument énorme dans le monde entier. Et alors Pierre et Marie Curie, pendant l'année 1898, elle est encore en thésarde en train de préparer sa thèse. Un petit peu avant qu'elle entame vraiment ses recherches, en 1897, elle était enceinte. Début 97. Et le 12 septembre, elle met au monde une petite fille qui s'appelle Irène. Malheureusement, 15 jours après, la mère de Pierre Curie, qui était malade d'un cancer depuis quelque temps, meurt. Et alors du coup, ils vont déménager. Au début de leur mariage, ils habitaient rue de la Glacière, et ils vont prendre un appartement au 108 du boulevard Kellermann, à Paris, une petite maison avec 2 niveaux. Au premier étage, ils vont abriter le père de Pierre Curie, qui va venir habiter avec eux. Et voilà, ils sont là. Boulevard Kellermann, la maison n'existe plus, elle est remplacée par un grand immeuble, c'est juste en face du stade Charletti. Et alors donc, elle va continuer à travailler et elle va
elle va soutenir sa thèse de physique en 1903. Voilà, voilà. Sa thèse de physique est la première thèse défendue en France par une femme. Et la même année, en novembre, ils apprennent que le prix Nobel 1903 a été partagé entre, d'une part, Henri Becquerel, qui a découvert la radioactivité, et d'autre part, Pierre et Marie Curie, qui ont donc découvert le polonium et le radium. Alors, la découverte du prix, l'attribution du prix Nobel a un impact considérable sur les scientifiques du monde entier, sans doute. Et eux, ils étaient déjà au courant, parce qu'ils avaient déjà d'autres médailles, des médailles Copé, tout ça. Mais surtout, va avoir un impact médiatique considérable. Alors, par exemple, la grande revue de l'époque, c'était une revue, on va dire, de physique générale. Voilà, Marie en 1903. La grande revue de physique générale, La Nature, fait un grand article. Alors, c'était une revue, on peut dire un peu de vulgarisation, mais d'assez haut niveau. Et donc, ils font un grand article sur Pierre et Marie Curie avec des portraits dessinés à la main de Pierre et Marie Curie. Mais il n'y a pas que des revues comme ça, il y a toute la presse, on ne disait pas People à l'époque. Il y a le petit Parisien, il y a Vanity Fair aux États-Unis, ils sont assaillis de journalistes qui leur demandaient moins de détails sur leur fille, etc., qu'est-ce qu'elle mange. Bon, ils sont complètement assaillis. Et pour eux, c'est un enfer, parce que l'un comme l'autre aime travailler en paix et en horreur du monde et du tapage médiatique. Mais enfin, bon, c'est la rançon de la gloire. Alors, voilà, à cette époque-là, ça c'est en 1904. Ça c'est dans le jardin du bureau des poids et mesures de Sèvres. Voilà la petite Irène, elle a 7 ans. Voilà le grand-père, et naturellement Marie et Pierre. Dans le même jardin, Pierre et Marie et Irène. Et les voilà devant leur maison de la boulevard Kellerman. Toujours avec Marie, Pierre et la petite Irène. Alors, tout de même, le prestige du prix Nobel, qui a tout de suite été énorme. C'est assez remarquable. Le premier prix Nobel a été attribué en 1901. Donc c'est le 3e prix Nobel qui a été attribué à Pierre et Marie Curie. Mais son prestige a tout de suite été considérable. Peut-être parce que Alfred Nobel, c'était son testament, avait indiqué que le prix devait être attribué sans référence à la nationalité. C'était international, on choisissait dans le monde entier. Enfin, en tout cas, le retentissement est considérable. La Sorbonne crée une chaire spécialement pour Pierre Curie. Pierre Curie n'est d'ailleurs pas ravi parce qu'il aurait préféré une chaire existante, parce qu'à côté de chaque chaire, il y a un laboratoire. Pierre Curie n'a jamais eu de laboratoire. Il s'est toujours débrouillé avec des bouts de ficelle dans des petits coins. Il aurait bien aimé avoir un laboratoire à sa disposition. Alors, on crée une chaire pour lui, mais au début, évidemment, il n'y a pas de laboratoire. Il obtient la construction d'un petit laboratoire qui va se trouver rue Cuvier, dans une annexe de la Sorbonne, mais ça prendra le temps qu'il faudra pour le construire. Donc nous sommes en... c'est 1904.
En 1905, il entre à l'Académie des sciences. Alors, je vais vous montrer encore une photo de Pierre Curie. Ah, voilà. Oui, parce que non, voilà. J'ai oublié de vous parler de l'épisode de la naissance d'Ève. Parce qu'en 1904, Marie Curie avait fait une fausse couche en 1903, pas une fausse couche, mais elle avait mis au monde une fille qui est morte tout de suite, elle était très prématurée. Et donc ça l'avait déprimée. Et quand en 1904, elle était de nouveau enceinte, ils ont décidé de prendre toutes les précautions. Il fallait qu'elle se repose. Et donc ils ont cherché à louer une maison à la campagne, mais pas trop loin de Paris. À la campagne, pas trop loin de Paris, il y avait depuis 1846, enfin 1867 jusqu'à Saint-Rémy, cette ligne qui partait de train, qui partait de Nanterre et qui allait jusqu'à Limours en fait. Et donc leur choix se porte sur Saint-Rémy pour les petites maisons. C'est vraiment à l'époque la campagne, il y a des étangs, on peut faire des promenades, il y a plein de fleurs, de pierres qui étaient capables de nourrir toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les animaux qui pouvaient rencontrer dans la campagne. Et donc ils vont louer à Saint-Rémy. C'est le train, ils peuvent prendre le train qui est tout près du boulevard Kellermann, à la station qui s'appelait à l'époque Sceaux-Ceinture, qui est la cité universitaire. Et donc ça fait 1 heure de train jusqu'à Saint-Rémy. Il y avait des trains assez souvent, hein, une vingtaine partout. Une quinzaine. Donc ils ont loué ça pour l'été, et la petite Irène est née finalement. La petite Ève, pardon, est née en décembre 1904. Et puis à partir de là, en 1904, Marie a passé quelques temps à Saint-Rémy, pendant les week-ends, pendant les vacances de Pâques, pour s'occuper de ses enfants, pendant que Pierre travaillait au laboratoire. Alors c'est pour ça que j'avais ici, voilà, des photos de Pierre, que vous pouvez voir d'ailleurs dans l'exposition qui est à l'entrée. Là, ça, c'est la famille de Pierre qui, visiblement, il y a une réunion familiale à Saint-Rémy. Et voilà, en 1904, donc, Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Depuis 1905, académicien. 1906, voilà l'une des dernières photos de Pierre Curie. Parce que le 19 avril, il pleuvait en traversant la rue Dauphine. Il glisse, il tombe sur les roues d'un camion à chevaux. Il est tué sur le coup. Alors Pierre Curie, mort, c'est pour Marie une catastrophe sans précédent. C'est sa vie qui s'écoule. Ils avaient vécu 10 ans ensemble, 10 ans qui étaient une sorte de rêve. C'était leur rêve scientifique, leur rêve personnel. Et elle écrit des choses, elle tient un journal où elle écrit des choses absolument déchirantes. Mais Marie est une femme au fond d'elle, avec une énergie considérable. Elle va reprendre le dessus. Elle a ses 2 filles, hein, donc il faut qu'elle s'occupe. Et puis aussi, elle se sent investie d'une mission, qui est celle de continuer ce qu'avait commencé Pierre Curie. Alors on lui propose de reprendre la chaire à la Sorbonne de Pierre Curie, ce qu'elle accepte. Et puis donc elle va reprendre le cours de Pierre Curie à l'endroit où il avait été interrompu. Et puis ensuite, elle va déployer son énergie pour reprendre le flambeau de Pierre
et essayer d'obtenir la création d'un véritable laboratoire pour faire de la physique autour de la radioactivité. Bon, ça va donner ses fruits. La Sorbonne et l'Institut Pasteur s'entendent pour créer ensemble l'Institut de radio, qui va être divisé en deux, une partie pour les études de radioactivité dirigée par Marie Curie, et une partie pour les études de la médecine associée à la radioactivité. On avait commencé à traiter les cancers de la peau en particulier grâce à la radioactivité, et c'est un médecin pionnier de ce genre de médecine, c'est Claudius Rebaud, qui va prendre la direction de cette branche de l'Institut de radio. Bon, ça c'est ce qui est décidé en 1909, mais ça va prendre des années pour être construit. Le démarrage est extrêmement lent. Et puis, quelques épreuves attendent Marie Curie maintenant. Bon, je ne vous ai pas montré le convoi funèbre de Pierre Curie le lendemain de sa mort. Voilà Marie Curie, 1907, un an après, vous voyez qu'elle a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. C'était une véritable photo en couleur, par parenthèse, une toute première photo en couleur. Alors, Marie Curie va retourner, entre-temps le laboratoire de la rue Cuvier est sorti de terre, et Marie Curie s'est mise à travailler au laboratoire. Elle a quelquefois des accès de dépression, elle a du mal, mais enfin, comme on l'a vu, c'est une femme énergique, et elle reprend le travail au laboratoire. Alors malheureusement, 1911 va être l'année des épreuves. Fin 1910, il y a ses amis physiciens, beaucoup qui lui conseillent de se présenter à l'Académie des sciences. Elle qui a horreur d'aller rendre des visites, de courtoisie, de ceci, de cela aux gens, se plie, elle accepte, elle se plie à cette règle, et début 1910, l'élection doit avoir lieu. Alors là, il se passe un événement assez étonnant, qui n'est pas très scientifique, mais d'abord, il y a toute une campagne contre elle, parce que c'est une femme, et une femme à l'Académie des sciences. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et des gens très importants, des femmes aussi, bien sûr, la veuve de Léon Daudet, son fils Léon Daudet, des tas de gens. Et puis, se greffe là-dessus la résurgence de la bataille des Dreyfusards contre les anti-Dreyfusards, et puis se greffe là-dessus l'histoire que son concurrent, Édouard Branly, n'était pas professeur à la Sorbonne, mais à l'Institut catholique. Alors, il y a aussi une querelle des cléricaux contre les anticléricaux. Bon, Marie Curie, là-dedans, regardez les coups passés, n'empêche qu'elle est battue. Et que ça la... Elle ressent ça comme une injustice, faite pas seulement à elle, mais on pense toujours à Pierre. Elle se fait d'ailleurs appeler Madame Pierre Curie. Et puis d'ailleurs, dorénavant, elle va publier la plupart de ses papiers dans la nouvelle revue qu'elle a fondée, qui a pris une grande renommée, qui s'appelle Le Radium, au lieu de faire des communications à la communication. Et puis alors, il va se passer quelque chose de terrible, lié au vieil ami de la famille, Paul Langevin. Paul Langevin, à 5 ans de moins qu'elle, c'est un ancien élève de Pierre Curie à l'école de physique et chimie. Il a fait une carrière très brillante, école normale supérieure. Il était professeur au Collège de France à cette époque-là. C'est un très grand physicien.
Mais il a fait un mariage catastrophique. Jeune, il ne s'est jamais entendu avec sa femme, ça a mal marché depuis le début. Aujourd'hui, sa femme a imposé sa propre mère habite chez eux, et il s'entendait encore moins bien avec sa belle-mère. Donc, Paul Angelin, qui était un homme extrêmement doux, était en fait un homme battu. Et il avait songé à divorcer, mais il n'osait pas. Il ne savait pas prendre des décisions comme ça. C'était un homme assez hésitant. C'était un très grand physicien et c'était un petit garçon pour ses affaires personnelles. Alors Marie Curie, à un moment, est allée le voir et lui a écrit des lettres, une lettre en particulier qui a ses lettres en lui disant écoute, il faut que tu décides de faire quelque chose. Et c'est évident qu'il faudrait que tu divorces. Puis arrête de faire des enfants à ta femme. Parce que de temps en temps, ils ont quand même 4 enfants ensemble. Alors, la femme de Paul Angelin a fait cambrioler la petite pièce dans laquelle il entreposait ses lettres, et il y a des extraits de ces lettres qui ont été publiés dans des feuilles à scandale, et d'après ces extraits, on pouvait croire qu'en fait, il y avait une liaison amoureuse entre Paul Angelin et Marie Curie. Alors, il y a des gens qui pensent ça. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de ça, elle était veuve depuis 5 ans, etc. Mais personnellement, j'ai relu attentivement les lettres et honnêtement, j'y vois plutôt les lettres d'une grande sœur qui prend les choses en main parce que son frère est incapable de prendre une décision et elle lui écrit voilà, il faut que tu fasses ça. Et il y a eu des lettres qui se terminent en assurant ses sentiments maternels. Je ne pense pas qu'une femme qui a une liaison amoureuse avec un homme, bien sûr que c'est vraiment maternel. Enfin, toujours est-il que ça déclenche un scandale de tous les énormes. On veut qu'elle quitte la France. Sa maison, elle habite Sceaux à l'époque. Sa maison, les voisins se mettent à lancer des pierres sur sa maison. Pour lui éviter d'être lapidé, il y a des amis qui doivent venir à chercher l'extérieur de sa maison. Et alors, sur ces entrefaites, arrive l'annonce du second prix Nobel de Marie Curie, cette fois-ci toute seule, pour le travail qu'elle a fait sur le radium. Parce qu'elle a isolé la masse atomique, elle a mesuré toutes ses propriétés chimiques, voilà. Donc, elle a le prix Nobel de chimie cette fois-ci. Et donc, ça c'est en novembre, en plein milieu du scandale, et elle décide, on lui dit, mais peut-être qu'il faudrait attendre, je décide, j'ai reçu le prix Nobel pour des raisons scientifiques, je vais à Stockholm. Elle va à Stockholm. Elle est très bien reçue. Elle est reçue même très chaleureusement par le roi de Suède qui lui remet son diplôme. Elle est reçue très chaleureusement par l'Union des femmes suédoises diplômées d'université. Mais elle rentre à Paris complètement épuisée, en fait malade. Elle a une infection de l'urtère qui va la faire hospitaliser. Elle va rentrer chez elle, puis elle va être finalement opérée. Et elle aura une santé chancelante jusqu'à l'été 1912. Entre-temps, naturellement, le scandale d'Angelin s'était complètement effondré parce que ce que voulait sa femme et sa belle-mère, je ne sais pas, c'était obtenir le divorce à des conditions financières intéressantes. L'Angelin a accepté, puis voilà. Et elle recommence à faire alors voilà le diplôme Nobel de 1911. Et voilà Marie Curie en 1912, quand elle commence un petit peu à retrouver sa santé. L'Institut du Radium n'est pas encore sorti complètement de terre. Il sera prêt qu'en juillet 1914. Mais alors en juillet 1914, il est prêt, mais en août 1914, c'est la guerre. Et Marie Curie se retrouve toute seule dans son laboratoire, tous les hommes sont mobilisés partout. Alors elle se demande ce qu'elle pourrait bien faire.
elle a un fort sentiment patriotique, polonais et français maintenant. Alors, ce qu'elle pourrait faire, eh bien, je pense qu'il y a des appareils à rayons X qui traînent un peu partout, et qu'elle pourrait monter ça sur des voitures, de façon à avoir une façon de faire des radiographies des blessés du front, sur des voitures autonomes qui pourraient se déplacer. Elle s'adresse au service médical des armées, qui la reçoivent poliment, mais qui disent que ça ne les intéresse pas. Ils ne voient pas l'intérêt. Mais vous avez déjà dit que c'était une femme tenace. Alors, elle va récolter de l'argent en allant voir des personnes fortunées à Paris qui sont tranquillement installées, en leur faisant valoir qu'il y a des gens qui se font tuer sur le front pour eux, pour elle, et que donc elle obtient de l'argent. Et elle va, comme ça, monter, équiper une bonne vingtaine de voitures qui vont sillonner le front. Et elle embauche sa fille Reine. Sa fille Reine avait 17 ans au début de la guerre. Et piaffée d'impatience de faire quelque chose avec sa mère pour aider. Donc, voilà Marie et sa fille. Et puis, voilà Marie qui a passé son permis de conduire, spécialement pour ça, au volant de ses voitures. Ça c'est date de 1916. Et voilà Irène. Derrière une de ses voitures aussi. Alors, c'est pas une petite affaire, parce que à la fin de la guerre, plus d'1 million de radiographies de blessés auront été faites. Ça veut dire que ce n'est pas une petite chose. Et d'ailleurs, Irène va recevoir la médaille militaire de ce qu'elle a fait. Et puis Marie Curie, eh bien, maintenant, l'Institut du Radium, après la guerre, il va peu à peu recommencer à fonctionner. Elle va faire venir des chercheurs, et en particulier dans l'Institut du Radium, elle va faire venir des gens d'un peu toutes les nationalités, et aussi des femmes autant que des hommes. Marie Curie n'est pas sexiste, elle n'est pas féministe non plus, mais elle juge selon la capacité des gens. Et comme par hasard, elle trouve pas mal de femmes qui sont capables. Alors, voilà Marie Curie, à l'Institut du Radium cette fois-ci, dans son nouveau laboratoire. Et puis alors, Irène, qui entre-temps a passé sa licence, elle commence une thèse, et elle est initiée à la radioactivité, et le voilà avec sa mère, en 1925. D'ailleurs, c'est en 1925 qu'elle va être prête à préparer sa thèse, à présenter sa thèse. Alors, et voilà, en novembre 1924, le 24 novembre 1924, Marie Curie, qui dirige son bureau, l'Institut du Radium, reçoit un jeune homme qui est en tenue d'officier. Il termine son service militaire et il a à la main une lettre de recommandation de rien moins que Paul Langevin. Paul Langevin était le directeur à l'époque de l'école de physique et de chimie, l'école où il avait commencé à faire. Et il avait eu comme professeur Pierre Curie. Ce jeune homme, alors je n'ai pas de photo, enfin, il y a une photo qui n'est pas très bonne en officier, mais voilà. Ce jeune homme s'appelle Frédéric Joliot. Il est né le 19 mars 1900, donc il a 24 ans quand il arrive. Il est né dans une famille relativement aisée. Il a fait des études normales. Il était bon élève sans plus. Enfin, il était très très bon dans une matière, le football. Et bon, après avoir passé le bac, la première partie du bac à l'époque, on passait le bac en 2 fois, à la fin de la première et à la fin de la terminale. Il est entré à l'école de physique et chimie, et là, il est tombé sous
sous le charme des cours de Paul Langevin, qui l'a absolument fasciné pour la physique. Et rapidement, il est devenu le meilleur élève de la promotion, il est sorti major, et il s'est mis en tête de faire de la recherche. Paul Langevin lui a donc donné une lettre de recommandation pour Marie Curie, qui cherchait à ce moment-là un préparateur particulier. Donc, Frédéric Joliot est embauché par Marie Curie. Et Marie lui dit oui, attendez, vous n'avez que la première partie du bac, mais il faut passer votre bac, il faut passer la licence, et puis vous ne pouvez pas comme ça, il faut vous préparer une thèse. D'accord, dit Joliot, qui se lance à corps perdu dans le travail, il s'inscrit, il passe son bac, il passe tout, et puis il se met à travailler au laboratoire. Avec une énergie qui surprend les gens. C'est un jeune homme qui est effectivement plein d'énergie et qui a le contact facile, qui parle facilement avec tout le monde, qui a beaucoup de charme, en particulier auprès des filles, et qui se met à travailler avec une très grande ardeur. Alors Marie Curie dira de lui à Paul Langevin un jour ce garçon est un véritable feu d'artifice. Et puis alors, il faut bien qu'il apprenne un peu la radioactivité, donc quel meilleur professeur que le jeune chef de travaux, Irène Curie, qui est prêt à passer sa thèse. Alors Irène Curie, c'était au contraire une fille toute petite, Marie l'appelait sa sauvageonne, et puis elle n'avait pas beaucoup changé, elle parlait peu, de façon plutôt directe, sinon un peu abrupte. Et enfin, elle était considérée un peu comme froide, le bloc de glace, quoi. Alors, il faut voir que le feu d'artifice a fait fondre le bloc de glace parce que très rapidement, ils ont décidé de se marier. Ils ont décidé de se marier, et une fois que Frédéric a préparé, a soutenu sa thèse, mais en attendant, ils partageaient beaucoup de choses en commun, en particulier ils étaient sportifs tous les deux. Et voilà le tennis, en tenue de tennis de l'époque. Et voilà le sport d'hiver, en compagnie d'Émile Allais. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous, c'est quelque chose, Émile Allais. Émile Allais, c'est un grand qui a été triple champion du monde en 1937, né en 1910, qui est toujours en vie et qui continue à descendre les pistes. Mais là, c'est une photo qui date de 1925. Donc, ils se mettent à travailler, et le voilà au travail. Ils entament une collaboration qui va très vite s'avérer extrêmement fructueuse. Ils se font rapidement connaître dans le petit monde de la physique, en particulier de la physique de la radioactivité et de la physique nucléaire, comme des gens sur lesquels il faut compter. Ils font des expériences cruciales qui amènent l'anglais Chadwick à la découverte du neutron. Ils observent le positon, même s'ils n'ont pas reconnu tout de suite. Et voilà une autre photo à l'Institut de radium, qui dirait Frédéric. Et en 1934, ils découvrent qu'ils peuvent fabriquer des radioéléments au laboratoire. C'est ce qu'on appelle la radioactivité artificielle. Ça, c'est mars 1934. Et c'est une découverte qui a un impact considérable dans le monde entier. Marie Curie, à 66 ans à l'époque, la voilà au balcon de l'Institut de radium. Et c'est sans doute une de ses dernières grandes joies scientifiques de voir que le laboratoire qu'elle a créé à la force du poignet, en pensant toujours à Pierre,
extrêmement important, un résultat extrêmement important qui a été obtenu. Malheureusement, en juin, elle est très fatiguée. On pense qu'elle a la tuberculose. On l'envoie dans un sanatorium dans les Alpes, à Saint-Selmose. Mais là, on se rend compte qu'elle n'a pas la tuberculose, une leucémie. Et le 4 juillet, elle va s'éteindre à côté de sa fille Ève, qui l'a vraiment suivie, qui est restée avec elle jusqu'au bout. Elle sera enterrée le 6 juillet à Sceaux. Son cercueil étant posé sur celui de Pierre, comme elle l'avait voulu. Bronia et Joseph, ses frères, sont venus. Sans se consulter, ils avaient chacun apporté une poignée de terre de Cologne. Ils ont jeté sur son cercueil. Et c'est ainsi que la vie de Marie Curie s'est terminée. Elle n'aura pas vécu assez longtemps pour voir que sa propre fille et son gendre ont obtenu à leur tour le prix Nobel en 1935. Ce qui sans doute aurait été pour elle une grande satisfaction. Et puis elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir grandir ses petits-enfants, Pierre et Hélène. Ça c'est une photo de 35, ça c'est une photo de 38. Donc la famille, Frédéric et Hélène de l'autre leurs enfants. Et puis naturellement, elle n'a pas pu voir les résultats de la découverte de la radioactivité artificielle, qui est la fission d'uranium. Frédéric Joliot s'est lancé à corps perdu parce qu'il a pensé qu'avec l'uranium, on pouvait faire ce qu'il appelait un générateur d'électricité, un réacteur nucléaire. Et il a rassemblé une équipe, il a foncé, et en 1940, c'était l'équipe Joliot, Alban Kowarski, qui était leader sur le plan mondial dans ce domaine-là. Malheureusement, l'invasion de la France s'est arrêtée. Et il y avait encore, il y avait une partie. Et il s'est mis en devoir, avec son énergie habituelle, son énergie et aussi son charisme, sa capacité à mobiliser les gens autour de lui. Il a décidé de remodeler le CNRS pour en faire un grand organisme de recherche. Il a changé la structure de CNRS, il a obtenu des gouvernements deux budgets successifs en forte augmentation, il a multiplié par 3 budgets, et il a en plus obtenu des embauches de chercheurs. Il a décidé que les jeunes chercheurs devaient partir à l'étranger quelque temps pour se frotter aux autres pays, aux autres techniques, aux autres découvertes, etc. Enfin, il a fait, en gros, le CNRS d'aujourd'hui est quand même très proche du CNRS qu'avait imaginé Frédéric Joliot. Et qu'il avait imaginé dans les années de résistance. Il y a Robert Debré qui a écrit un livre dans lequel il explique avoir fait des plans avec Joliot. Joliot lui expliquait les idées qu'il avait sur la façon de faire de la recherche en France après la guerre. Toujours est-il qu'il a lancé le CNRS, mais que ce n'était pas suffisant. Il va voir le général de Gaulle. En tant que grand résistant, il avait accès au général de Gaulle. Et il le convainc de faire quelque chose pour relancer le travail sur l'énergie nucléaire en France. Civile. Joliot pensait que civil, il pensait que c'est pas possible. Et il obtient ainsi, en 1946, la création du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui était à l'époque un tout petit organisme. Alors voilà le premier comité, et donc c'est le groupe qui fut dirigé avec Joliot ici, Pierre, ici il y avait Pierre Roger, qui est bien connu, ici il y
Schmitt, Léon de Nouvelle, etc. Et Lev Kowarski, Francis Perrin. Frédéric Joliot fait un pari. Nous sommes en 46, ça va commencer en 47. Avant la fin 48, il fait fonctionner un réacteur expérimental, un petit réacteur. Zoé trouvera le nom du réacteur, Kowarski trouvera le nom du réacteur, ce sera Zoé. Alors, le fait qu'ils prennent le pari qu'avant la fin 48, il fera fonctionner, c'est extrêmement hasardeux dans la France dévastée de l'époque, où l'industrie est par terre. Et où c'est très difficile de se procurer la moindre chose. D'ailleurs, un groupe de journalistes américains qui vont visiter le chantier au printemps 48 vont simplement rire. Il n'empêche, le 15 décembre 48 à 12h12, Zoé diverge. Alors, voilà. Ensuite, il va se passer des événements. Joliot va être à l'Institut du CEA. Irène, qui a repris ses travaux à l'Institut du Radio, va mourir d'une leucémie en 1956. Et Joliot lui-même va mourir 2 ans après, en 1958, pendant l'été. Et le général de Gaulle, revenu depuis très peu de temps au pouvoir, va décider des obsèques nationales pour Frédéric Joliot. Voilà. L'histoire avait commencé avec Pierre et Marie qui rêvaient dans le laboratoire. Marie a repris le flambeau, a fait l'Institut du radiologue. Et ses enfants, sa fille et son gendre, ont poursuivi l'œuvre et l'ont parachevé en faisant les instruments de recherche, des instruments de recherche importants qui ont survécu jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup Bernard. Je crois que nous avons tous écouté une belle histoire qui nous a passionnés. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a passionné de t'écouter parler. Et puis, écoute, si tu veux bien te livrer un petit peu à un jeu de questions-réponses, et on va faire venir aussi, si elle le veut bien, sur la salle. Donc, Hélène Langevin, que nous avons vue sur les photos petite fille. Merci beaucoup. On va s'installer ici, s'il vous plaît. On va s'installer sur ces deux fauteuils, vous serez mieux. Alors, je vous prête le mien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une, en tout cas. 2, même 3. Alors, je commence. J'avais une question sur, on doit vous la poser 1000 fois, 100 000 fois, 10 000 fois. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez, ou plutôt quel souvenir vous avez de votre grand-mère? Vous avez raison de dire que c'est une question qu'on m'a posée beaucoup de fois et j'ai chaque fois répondu que très peu. Je n'avais pas tout à fait 7 ans, elle est décédée. Et puis, comme je le disais toujours, je crois que Bernard l'a quand même montré, ils avaient une vie, la famille Curie avait une vie de famille simple, et la famille Joliot-Curie aussi. Et par conséquent, on ne passait pas son temps à me dire « Écoute, regarde, ta grand-mère, c'est Marie Curie ». Pas du tout, c'était la grand-mère comme votre grand-mère. Voilà. Bon, alors j'ai des petits souvenirs au Luxembourg, des choses comme ça, mais on sait bien que mes souvenirs, ils sont faits de tout ce qu'on m'a raconté, des photographies, etc. Et d'autres comme moi, d'ailleurs, sur certains points, en savent plus que moi.
Et les quelques souvenirs que vous avez des souvenirs d'une femme plutôt joyeuse ou... Parce que l'image que l'on a assez souvent, on a l'image d'une femme complètement consacrée à son idéal de recherche scientifique et on la voit peu souvent sourire, à vrai dire, sur les photos que l'on voit. Est-ce que vous voulez répondre? Bernard, il peut peut-être aussi répondre par rapport aux photos de l'époque. Hein, on ne faisait pas des photos clic-clac. Voilà. Je pense que c'est très... je pense que c'est assez trompeur. Effectivement, Marie Curie ne sourit jamais sur les photos. Il y a une seule photo que je n'ai pas montrée d'un journal qui a été tourné aux États-Unis, on la voit sourire. Et je pense que c'est une femme qui riait parce que de temps en temps, bon, peu de temps après la mort de Pierre, elle a écrit dans son journal que sa fille l'a fait rire. Elle s'est dit que c'est la première fois que je ris depuis la mort de Pierre. Mais bon, si elle écrit, c'est quelque chose qui était assez naturel. Je pense que c'est une femme normale quand même. C'est pas... Oui, c'est sûr, on posait devant les photographes. Ben oui, et bien sûr. C'était des photos très posées. Elle n'aimait pas être photographiée, ça me fait fier quand même. Oui, peut-être. Encore qu'il y a un certain nombre de photographies, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tellement envieux. Je crois que ça va dépendre, ça va dépendre des cas, je pense. Je vous dirais peut-être un tout petit mot à propos des lettres qui ont été beaucoup échangées entre Marie, sa fille aînée Irène, ma mère, et sa fille cadette Ève. Il y a très peu de correspondance qui a été conservée entre Pierre et Marie. D'abord parce qu'ils ont vécu ensemble pendant un temps pas tellement long, hélas, et qu'ils étaient tout le temps ensemble. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir de lettres. Pratiquement pas. Les seules lettres qu'on connaît, c'est celles de Pierre. En vacances. Quand elle partait en vacances en éclaireur et qu'il lui écrivait des lettres. Voilà. Et c'est Pierre qui écrit en disant tu me manques, exactement. Mais ils avaient été séparés une semaine au moins. Voilà, là ça méritait. Mais effectivement, plus tard, après la mort de Pierre, et puis quand les filles ont été un peu plus grandes, c'est comme dans toute cette époque, pendant la guerre de 14, et après, dans de très nombreuses familles, on s'écrit presque tous les jours. Et c'est le cas entre Marie, Irène et Ève. Et même entre Marie et Irène, qui sont donc toutes les deux scientifiques, il ne faut pas croire que dans ces lettres, on va discuter particulièrement de l'expérience qu'il y a à l'Institut du Radium. Ce n'est pas la peine, puisque là, on est ensemble. Non, on parle, quand est-ce que tu arrives en Bretagne, alors que Marie est séparée de ses deux filles, qu'elle est dans le Midi, ou à l'inverse, ou bien à Ève, tu passes à Paris, vérifie, je crois qu'il faut recueillir les confitures. Ben oui, parce que les confitures sont en train de s'abîmer. Or, les confitures, c'est très important à une époque où en hiver, on ne trouve pas les fruits auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, c'est une famille. Il y a dans les tiroirs de nombreuses familles des lettres de ce genre aussi, je crois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-bas. Merci, bonsoir. C'est visiblement une famille qui a payé un assez lourd tribut à la science avec des leucémies. Selon vous, votre expérience, est-ce que vous pensez que cette famille avait une conscience de la dangerosité? Est-ce que c'était quelque chose qui était abordé ou au contraire c'était un peu tabou, la dangerosité de la radioactivité? Je vais revenir à la conférence. Parce que les effets du radium sur la peau avaient été observés par Becquerel et vérifiés par Pierre Curie dès le début du siècle. Maintenant, curieusement, Pierre en particulier, qui dans les années 1903-1904 travaillait beaucoup pendant que Marie, à cause de la naissance d'Ève, se reposait un peu plus à Saint-Rémy,
Pierre était extrêmement exposé, il avait mal aux articulations, il pensait que c'était des rhumatismes. Comme par hasard, quand il partait en vacances, les douleurs diminuaient, mais il ne semble pas qu'ils aient pensé que ce soit lié à la radioactivité. Ils pensaient que c'était local, ils voyaient bien que leurs mains souffraient de la radioactivité, ils ne pensaient pas qu'il y avait un effet global. Et ça, Marie a été longtemps Oui, mais pas seulement Marie, d'ailleurs. En réalité, oui, c'est pas extrêmement étonnant. Voir que les doigts sont abîmés, ça, ils s'en sont rendus compte tout de suite, évidemment. Mais anticiper des effets du cancer, la création de cancer en conséquence des radiations, il faut 10 ans, 20 ans, etc. Là, un des éléments qui a été décisif pour prendre conscience du danger des rayonnements radioactifs, mais surtout des rayons X, qui avaient été utilisés en masse dans le diagnostic des blessés pendant la guerre de 14, on a commencé après la guerre à voir les médecins qui avaient traité, fait ces diagnostics, j'allais pas dire mourir comme des mouches, mais là c'est pas un cas, 2 cas. Il y a une colonne à Hambourg avec des morts successifs. Et là on s'est rendu compte que c'est au bout de 10 ans, etc. Donc c'est dans les années 20 à 30, par exemple à Paris, et certainement dans d'autres laboratoires, on prend, il y a des règles de précaution, les premières règles de radioprotection sont données, clairement. Mais c'est pas, il y a les règles de radioprotection pour les rayons X et pour les rayons de radium, comme il y a les règles de protection dans les hôpitaux pour les traitements à l'électricité. Bon, voilà, c'est une série de choses auxquelles il faut faire attention. Ce n'est que plus tard qu'on a vraiment géré. Et d'autre part, il ne faut jamais oublier, et encore aujourd'hui, il faut savoir ça, c'est que c'est la statistique dans la cancer. Marie est morte d'une leucémie, qui était assez caractéristique, dit le médecin suisse. Contrairement aux médecins parisiens, assez caractéristique de l'effet des rayonnements. Elle est morte à 67 ans, qui était un âge auquel les femmes en France mouraient en 1964. Tout simplement. Ça n'empêche pas que je suis convaincu qu'elle est morte de leucémie du radium. Mais alors, elle a quelqu'un mourir d'autre chose. C'est le genre de choses qui s'étalent avec une fluctuation, comme dit, extrêmement importante d'une personne à l'autre. Marie a manipulé les terrains de grève, je ne sais pas combien. F. Curie, dans le ventre de sa mère, probablement un bébé, il est irradié conditions pseudo-normales, jusqu'à 3 ans. Je n'irais recommander à personne ce genre de procédé. Il n'empêche que l'excellente santé, 3 ans, ça va rien empêcher. Donc c'est pas ça. On a très vite vu que les rayons, la radioactivité, volaient comme un lance-flamme. Et en particulier, avec un effet positif sur les chasseurs d'hommes. Et on a mis beaucoup plus de temps, comme dit Hélène, pour se rendre compte qu'en dehors de ce lance-flammes qui brûlaient le cancer, qui guérissaient le cancer, il faut avoir un effet secondaire pour créer des cancers. Je crois que vous avez d'autres questions. Oui, je voulais savoir quelles sont si votre famille a gardé des relations avec la Pologne. On a gardé, mais à l'heure actuelle, il reste qu'une fraction très faible de la famille en Pologne. Il y a des descendants de Joseph, le frère de Marie, qui effectivement vivent encore dans la région de Cracovie. On a rencontré avec mon frère il y a encore 2 ans. Mais d'autres vivent aux États-Unis et en fait, le nombre de descendants n'a pas été considérable.
moi, je me souviens effectivement des deux sœurs de Marie, l'une Bronia, je m'en souviens comme petite fille. Après la mort de Marie, enfin au moment de la mort de Marie et après la mort de Marie, Bronia est venue plusieurs fois en France, et je me souviens très bien comme petite fille. C'est quand elle venait, je dirais, un peu s'occuper de moi. La seconde sœur de Marie, je l'ai rencontrée plus tard, dans les années 56-57, quelque chose de ce genre. Une femme pleine d'énergie qui s'occupait d'enseignement aussi. Hélène. Une cousine qui avait essayé de m'apprendre le polonais pendant la guerre. Elle était en France à ce moment-là. Et puis elle est partie, alors mon polonais est parti avec elle, et le peu de polonais que j'avais appris en un mois et demi est parti avec elle. Votre mère, elle le parlait ou elle le comprenait? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que votre mère, elle le parlait, le polonais, ou elle le comprenait? Est-ce que votre maman parlait ou comprenait le polonais? Oui. Elle ne parlait pas très bien, mais elle comprenait le polonais. Et ma tante Ève, qui était beaucoup plus littéraire que ma mère, parlait beaucoup mieux. Bien qu'elle soit plus jeune. Mais en même temps, c'est assez normal, parce que ma mère a vécu sa petite enfance alors que Pierre Curie vivait. Et donc, la famille était avec Eugène, complètement, voilà. Mais après la mort de Pierre, mais oui, parce que dans la famille, Marie Curie, c'est mais. Pierre Curie était P. Bon, alors, mais, puisque mais il y avait besoin d'aide, et d'une aide plus que la cuisinière, si j'ose dire. Et par conséquent, elle a eu d'abord quelqu'un de la famille polonaise, qui était une cousine éloignée, qui est venue prendre en charge en particulier la petite Ève. Puis ensuite, Ève a eu des gouvernantes polonaises qui venaient. Donc Ève a appris très bien le polonais. On a beaucoup de mal à mettre en perspective le couple Curie par rapport à certains de leurs contemporains scientifiques. J'ai découvert une photo récemment tout à fait étonnante où on voit Marie Curie avec Albert Einstein. Je souhaitais savoir s'il y avait eu des synergies scientifiques avec la communauté internationale et quelle pouvait être justement la part de ces travaux partagés avec les scientifiques de l'époque. Il y a deux aspects à ça. Non, je veux dire, c'est très difficile. Enfin, on ne peut pas transposer, il y avait synergie, etc. Il y avait un assez petit nombre de personnes engagées dans telle et telle recherche. On ne voyageait pas à l'époque toutes les 3 minutes pour aller échanger ses idées et travailler en collaboration. Donc il faut d'abord écarter ça. Mais je dirais, y compris dans la répartition des types de travaux, par exemple, Marie Curie s'est très bien entendue avec le grand physicien anglais Rutherford, qui était dans les années 1910, 1920, 1930, on peut dire le pape de la descente physique nucléaire. Rutherford choisissait des sujets, je dirais, plus de physique. Quand Marie a développé l'Institut du radium après la guerre, elle a lancé des expériences de physique et des expériences de chimie, mais je dirais, elle a lancé le laboratoire sur nous sommes les spécialistes des radioéléments naturels, des sources de très grande activité avec lesquelles on peut faire des expériences. C'était une spécificité. Ça n'existait pas dans le laboratoire de Rutherford de la même façon. Donc, on ne peut pas dire que c'était des travaux complémentaires. Einstein, c'est sur un terrain théorique d'un côté et de l'autre. Encore qu'Einstein, ma loi
le célèbre E égale MC2, c'est clair que c'est avec le radium qu'on peut voir un effet directement. Mais évidemment, bon, c'est une théorie d'un côté, expérience de On s'est l'autre. rencontré aussi, par exemple, au fameux congrès Solvay de 1911, qui a rassemblé une trentaine des meilleurs physiciens européens. Il y avait Marie Curie, il y avait Einstein, qui avaient beaucoup sympathisé. D'ailleurs, ils ont passé des vacances ensemble. Et Einstein disait de Marie que c'était une femme à l'intelligence pétillante. Et d'ailleurs, bon, il s'était très bien entendu, effectivement, au point d'aller faire un petit peu de promenade de montagne une année en juillet-août en Agadir, si les souvenirs sont bons. Marie s'était donné aussi, après la guerre, pas mal de... Enfin, elle a fait un gros effort pour qu'Einstein accepte de participer avec elle au comité de coopération intellectuelle qui avait été lancé par la Société des Nations. Il faut se rendre compte qu'en 1818, y compris les scientifiques allemands, français, anglais, américains, etc., il y avait les vaincus et les vainqueurs, et que ce n'était pas si simple de faire redémarrer les contacts entre les uns et les autres. Et la Société des Nations avait pensé que de faire coopérer des scientifiques de différents pays, mais pas seulement des scientifiques, aussi des hommes de lettres, etc., c'était une manière de contribuer à une paix durable. Comme on sait, ça n'a pas duré très très longtemps, mais enfin il y a eu un effort important. Marie Curie a été la vice-présidente, a accepté d'être la vice-présidente de ce comité. Einstein n'aimait pas ce genre de comité du tout, non pas qu'elle l'aimait, mais bon, ceci était fait, et elle lui a expliqué que oui, il fallait qu'il y soit. D'autres questions? Puisqu'on parle des congrès, des conférences, des choses de ce genre, elles étaient beaucoup moins nombreuses. Il n'empêche que Marie elle-même avait des idées, des informations, en particulier à sa fille cadette, Ève, plus jeune et bon, plus loin du milieu scientifique. On trouve dans les lettres un compte-rendu du congrès ou du comité Intel auquel Marie avait participé, avec des commentaires sur le plus beau type d'homme. Parmi eux, c'était l'Indien, le Brésilien qui était là, qui l'avait impressionné parce que, bon, c'était de très beaux hommes. Évidemment, on ne s'attend pas forcément à voir ça dans une lettre de Marie Curie, mais plus de ça, bien plus de ça à sa jeune fille de 17 ans que ça amusait, bien sûr. On a entendu pendant l'exposé que Marie Curie n'était pas féministe. Compte tenu de l'époque et un certain nombre de mouvements qui se développaient, entre autres bien les suffragettes, et compte tenu des déconvenues qu'elle avait eues elle-même, en commençant évidemment par être refusée à l'université de Varsovie parce que c'était une femme, on a du mal un peu à le croire, ou du moins, ma question c'est, elle devait être sollicitée. Oui, mais alors, elle a la plupart du temps refusé de prendre part de signer des choses, de participer à des mouvements. Elle n'était pas féministe au sens revendicatif. Mais d'autre part, en tant que femme, elle se sentait absolument comme l'égale d'un homme, depuis le début. Elle a voulu préparer une thèse parce qu'on prépare une thèse. Elle ne s'est pas posé la question, je suis une femme. Et elle n'a jamais participé à des mouvements féministes, mais il n'empêche que elle, quand elle a été en position de décider, de diriger l'Institut du Radium, elle n'avait pas non plus de prévention contre les femmes. Donc c'est pour
ça qu'on a retrouvé pas mal de femmes à l'Institut du Radio. Je peux ajouter un mot là-dessus, c'est effectivement exactement ça. Marie ne souhaitait pas être associée à des mouvements organisés, à des choses de ce genre. Mais par contre, et comme vous dites, on devait la solliciter. Et bien, il se trouve qu'en France, on ne sollicitait pas tellement sur ce genre de sujet, en réalité. Alors, il est arrivé à Marie Curie de prendre position nettement, clairement, et si j'ose dire, sans bavure, presque par hasard. À la Chambre des députés, il y avait eu un débat sur le vote des femmes. Et un député avait avancé que même Madame Curie ne pensait pas qu'il fallait que les femmes votent. Alors là, elle est sortie de sa réserve et elle a fait savoir par les journaux, Madame Curie tient à préciser qu'elle considère que les femmes devraient, au même titre que les hommes, faire ceci, voter, faire ceci, faire cela, etc. Et en 3 lignes, disons, elle a exactement dit ce qui pour elle était complètement évident, c'est-à-dire que la discrimination homme-femme n'avait aucune justification. Mais il a fallu qu'effectivement un député se risque à dire que Madame Curie trouvait qu'il ne fallait pas que les femmes votent. Là, elle a dit je ne peux pas rester sans rien dire. Une dernière question peut-être? Oui. Bonsoir. Juste une question à propos du prix Nobel des prix Nobel que Marie Curie a reçu. Je crois qu'on a eu un de mathématiques, en plus d'un prix de physique. Est-ce que je me trompe? Non, le premier prix en 1903 est un prix de physique. Oui. Et le deuxième prix en 1911 est un prix de chimie. Il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques. C'est pour ça qu'il existe qui pallie un manque. Bon, une toute dernière. La façon dont vous avez raconté cette histoire, on a l'impression d'une histoire de famille dans un fond de cuisine. Et c'est assez émouvant parce qu'on a vraiment l'attention entre l'importance de la découverte et la faiblesse des moyens au départ. Qu'est-ce qui a fait qu'avec si peu de moyens, il se soit dirigé vers un sujet aussi puissant et qu'il ait eu la capacité de le développer? Quand on voit aujourd'hui les moyens qu'on met pour trouver des choses de ce rang-là, on a du mal à imaginer comment eux ont réussi avec si peu de moyens au départ. Ce qu'on peut dire naturellement, c'est que l'époque n'est pas la même et que la radioactivité venait d'être découverte. Tout restait à découvrir. Maintenant, il faut dire aussi que Pierre Curie, à cette époque-là, avait 15 ans d'une carrière scientifique extrêmement brillante derrière lui et que c'était un véritable orfèvre en matière d'instrumentation. Il avait fabriqué, par exemple, une balance apériodique, les balances, les micro-balances, vous savez, ça oscille pendant très longtemps quand on met un poids sur la balance et il faut attendre que ça s'arrête pour savoir. Il avait inventé une balance qui, avec un freinage critique, qui disait que la balance pourrait s'arrêter juste une fois. Et il avait pris un brevet, enfin, ça lui a rapporté un petit peu d'argent. Tout ça pour dire que Pierre Curie était un orfèvre en matière d'instrumentation. Et qu'il a sans doute trouvé en Marie quelqu'un qui était capable aussi, avec une habileté expérimentale tout à fait exceptionnelle. Vous savez, il y a quelques années, il y a des physiciens qui ont essayé de reprendre les expériences de Pierre-Marie Curie de 1998 en utilisant les instruments qu'ils avaient utilisés un siècle avant. Et bien, ils n'y sont pas parvenus tout de suite. Ça a mis très longtemps pour qu'ils arrivent. Parce que ce sont des courants minuscules. Alors, je pense que Pierre et Marie Curie ont bénéficié bien sûr du fait que c'était un domaine neuf à défricher,
que Pierre a mis à la disposition de Marie des appareils qu'il avait fabriqués, qui étaient exceptionnels, et que ils ont su aussi une partie quand même de talent personnel pour tester des choses avec des moyens assez simples. Alors il est évident que maintenant, les choses à découvrir sont en général plus compliquées, mais quelquefois non. Mais il faut trouver des domaines assez vierges comme ça. Oui, je crois que dans ce que tu dis, c'est important. Quand il y a un domaine neuf, il peut y avoir une chance de trouver quelque chose de très, très nouveau. Enfin, de faire une vraie découverte, sans être forcément des montagnes de moyens. Encore qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même différent. Mais je crois que je rajouterai un tout petit mot à cet aspect de la délicatesse des appareils et de ce qu'ils ont pu en tirer. C'est-à-dire les mêmes appareils pourraient ne rien en avoir tiré. Il faut des bons appareils, il faut savoir faire quelque chose, et il faut aussi se poser les bonnes questions. Et là, de ce point de vue, dans la façon dont se sont passées les choses, le choix de Marie, son premier point, c'était de vérifier et de donner des bases solides pour dire le phénomène vu par Becquerel est un phénomène atomique. Donc Becquerel l'avait à peu près avancé. Mais Becquerel avait tout laissé de côté. Il avait considéré, une fois qu'il avait découvert les rayons uraniques, vu une ou deux ou trois des propriétés, que le sujet était épuisé. Quand les Curie reprennent le sujet, il n'est pas épuisé. Marie vérifie qu'effectivement, elle établit définitivement que l'émission des rayons de Becquerel par l'uranium, c'est un phénomène atomique, mais elle se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui... voilà, bon, on se pose la question, on ne se la pose pas. Et si on se la pose, ça peut donner des résultats considérables. Il fallait aussi qu'elle fasse des mesures suffisamment précises au départ pour tester qu'il y avait une anomalie dans la pêche mer. C'est bien pour ça que je dis, il faut un appareillage qui cœur et il faut se poser les bonnes questions. Un appareillage et une manière de faire. Disons, l'appareillage a été essentiel une fois qu'ils ont commencé à concentrer l'uranium. Au départ, c'était absolument vital. On peut rappeler que Becquerel a découvert la radioactivité parce qu'une plaque photographique était trouvée impressionnée en absence de lumière. Il se demandait pourquoi. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait laissé un phénomène qui était l'uranium émet spontanément un rayonnement, ce qui est quelque chose de fabuleux, parce que bon, tout ça vient. Mais le problème était resté ouvert tel que. Et il faut dire qu'à l'époque, et ça aussi quand je dis les bonnes questions, il faut dire qu'à l'époque, des rayonnements, je ne vais pas dire qu'on en découvrait tous les jours, des vrais et des faux. Et parmi les vrais et les faux, il y avait des tas de fausses expériences qui ne correspondaient à rien. Bon, ben, celle-là était. Il fallait aller plus loin. Et ce plus loin, c'est la combinaison de l'appareillage et de la volonté de comparer l'ensemble, le maximum d'éléments chimiques. C'est ça qu'on connaissait, comme tu dis, la composition de la pêche blinde suffisamment bien, et tous les éléments qui étaient dedans avaient été essayés. S'ils n'avaient pas été essayés, ça ne signifiait rien. Il faut dire aussi, peut-être, Bernard Fernandez, c'est quand même votre sujet, c'est peut-être ce que tout le monde ne sait pas, une période extraordinairement féconde pour la physique de manière générale. Ils sont portés par l'esprit du temps aussi, ils ont amorcé quelque chose qui va être extraordinairement fécond. Bien, mais écoutez, je crois qu'on va peut-être s'arrêter. On va remercier énormément Hélène Langevin d'avoir été parmi nous. Bien sûr, mais je crois qu'il reste
reste avec nous. Alors, je ne sais pas si... Voilà, vous allez nous quitter maintenant, je pense, parce que le film que nous allons passer maintenant, vous le connaissez absolument par cœur, mais on va vous revoir dans le film, puisque vous êtes interviewé dans le film. Et donc, Téline, merci d'être venu hier et d'être revenu ce soir. Merci beaucoup.